et bienvenue dans Conscience Sauvage, un podcast pour celles et ceux qui suivent leur instinct, qui plongent en eux-mêmes et incarnent leur spiritualité dans le réel. Un espace pour t'aider à ressentir et te souvenir que tout est déjà là. Ensemble, on va questionner, traverser et se laisser habiter par la vie. Si ça résonne en toi, n'hésite pas à laisser 5 étoiles à ce podcast et à le partager à la personne à laquelle tu es en train de penser. Merci et bon épisode! Oh là là, mais excusez-moi pour ce retard. Le dernier podcast est sorti mi-mai et là on est déjà début août. C'est un scandale. Du coup là on est dimanche matin, il est 8h et je me suis mis une déterre pour faire ça. Parce qu'à un moment donné il faut bien se relancer. Et qu'est-ce qui a fait que j'ai eu cette pause-là ? C'est ce que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui parce que je viens de passer par une phase de néant, de vide absolu qui m'a été imposé par l'univers, comme toujours, mais qui a été au final salutaire et d'une richesse incroyable. Qui peut croire que le silence est aussi bavard ? En tout cas, je ne pouvais pas et vivre ce dépouillement et vous le raconter en même temps. Donc voilà, il y a eu un petit moment de latence. Naïve que je suis, je pensais que ça allait durer que 2 semaines, mais en fait, on en est déjà à presque 3 mois. Mais écoutez, j'ai eu des déclics de fou que je peux en plus vous raconter pour que ça vous serve aussi dans votre vie aujourd'hui. Donc comme toujours, la vie est bien faite. Donc on va parler de quoi ? On va parler de ma séparation, on va parler d'épuisement, de fuite de soi, de dissociation, mais aussi d'immobilité, de présence, de surstimulation et d'écoute du corps, comme toujours. Ce que j'ai vécu, on pourrait, si on utilise le vocabulaire plutôt spirituel, parler d'une nuit noire de l'âme. En psychologie, on pourrait dire un burn-out. Moi, je parle plutôt d'un effondrement général qui a tout dégagé, enfin j'espère, pour faire de la place, pour renaître. Et en vrai, tout ça a commencé pas il y a 2 mois seulement. Ça dure depuis quasi 1 an, mais il y a eu plusieurs répliques, comme dans un tsunami. Et puis on va y aller, on va plonger. Je vais vous expliquer le contexte qui a généré un petit peu tout ça, parce que ça ne vient jamais de rien. Et puis pour le coup, j'ai poussé le bouchon un peu trop loin et je m'en suis rendu compte que trop tard. En fait, début 2025, je me suis dit, et si je ne faisais pas 2 formations en même temps ? Et pas des moindres, une formation en Inner Dance, donc qui est de la transe consciente, et une formation en Breathwork, qui est de la respiration connectée, qui t'emmène également dans des états modifiés de conscience. Et moi, je me suis dit, mais oui, il n'y a pas de souci, la théorie, ça ira, on est un peu dans le même délire, même si ça passe pas par les mêmes canaux. Mais en fait, je n'avais pas conscience qu'effectivement, il y avait toute la pratique d'abord à assimiler, le fait d'expérimenter sur soi et les répercussions que ça a sur le corps, énergétiquement, physiquement, émotionnellement, tout ce que ça bouge à l'intérieur. Mais ça ne m'a pas inquiétée et je me suis lancée là-dedans, tout en maintenant évidemment mon cabinet avec mes séances de kinésiologie, mes vidéos quotidiennes sur mes réseaux sociaux. Par-dessus ça, j'ai rajouté 5 ateliers pour vous apprendre à lâcher le mental, pour accueillir vos perceptions extrasensorielles. Et par-dessus tout, j'ai été prise d'une inspiration pour suivre un cursus de danse intuitive en ligne qui a duré, 2-3 mois, mais qui, je ne le savais pas à l'époque, en fait a eu un impact encore plus fort sur moi que tout ce breathwork ou l'inner dance, ce qui a été évidemment passionnant, mais qui m'a laissé épuisée à la fin de l'année, en tout cas à la rentrée en septembre, quand tout ça était fini. Et là-dessus, on s'est séparés avec mon conjoint après 15 ans de relations hyper fusionnelles et intenses parce que tout était mélangé, on a travaillé ensemble, on vivait ensemble, donc on était H24 ensemble. Et cette situation était arrivée à son terme, donc il y a eu ça. Et on va pas se mentir, c'est complètement ça qui a mis le feu aux poudres et qui a craché l'appareil. Comme cette personne était un peu ma bouée dans la vie, quand elle n'a plus été là, toutes mes illusions, toutes mes protections, tous mes masques ont volé en éclats. En fait, ma sécurité intérieure a été complètement menacée. Vu que ça faisait 15 ans, on s'est quand même construit toute notre vingtaine ensemble. Il a été là quasiment toute la moitié de ma vie. Donc ça a vraiment été une épreuve hyper difficile.
Et moi qui étais fière de tout ce travail de développement personnel que j'avais fait jusque-là, je me suis dit, mais j'ai taffé sur quoi en fait? J'avais raclé que la surface en fait, la croûte fondante là de la raclette, et il y avait encore une demi-meule là qui m'attend. Et je vous dis ça en rigolant parce que voilà, maintenant ça fait presque 1 an, mais ça a été un enfer sur Terre. Pas parce qu'on s'est déchiré dans la haine ou la violence, parce que jusqu'à aujourd'hui on a mis un point d'honneur à se respecter, à communiquer, à faire ça bien, parce qu'on connaît la valeur de l'humain qui est en face, mais juste parce que c'est super dur de quitter une personne que t'apprécies, qui a tellement compté, mais avec qui ça ne fonctionne plus. Et ça a vraiment été une pilule difficile à avaler, je l'ai vraiment vécu comme une injustice. J'aimerais que ça fonctionne encore, mais je vois bien que c'est plus bon ni pour lui ni pour moi. Et que continuer à me donner sans compter pour quelque chose qui n'est plus vivable, c'était pas me respecter. Ça a été donc très dur à accepter et je suis passée par toutes les étapes du deuil qu'impose une rupture. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas et qui a été encore plus dur, c'est que justement tous mes systèmes de défense se sont effondrés un par un, comme des dominos. Je pleurais en permanence, j'étais pleine d'émotions all over the place. Mon identité s'est craquelée, mon énergie vitale et physique n'a jamais été aussi proche de 0, ça me faisait vraiment peur. Et puis j'allais un petit peu mieux et je lâchais un autre masque. Parce que j'étais bien obligée, j'étais confrontée à ma solitude, au néant, à l'absence, au fait de devoir être plus indépendante, plus autonome, m'en sortir seule, sans mon soutien, mon socle habituel. Et du coup, à chaque fois que je faisais un effort vers ça, qui était en fait un retour à ma personnalité originelle, sans les masques des blessures, en fait, je me prenais en retour la fatigue de toute une vie d'avoir dû les porter jusqu'ici. Et ça m'a clouée dans le canapé, mais pendant des semaines. Donc évidemment, j'ai mis un énorme holà sur le boulot. Moi qui étais tout feu tout flamme après mes formations, j'avais envie d'enchaîner, de faire des séances, vous les présenter sur les réseaux aussi. Impossible. Donc là, mort dans l'âme, je n'ai gardé que mon cabinet en présentiel. Et puis la vie continue, j'ai fait mon bout de chemin et au bout de 9 mois, comme une naissance, ça allait quand même un petit peu mieux. En tout cas, c'est ce que je croyais, jusqu'à ce que ma pote Sabrina, qui est aussi kinésiologue pas loin de Colmar, me parle d'une formation qu'elle organisait sur les huiles doTERRA et la kinésio. Et moi, toujours curieuse de découvrir d'autres choses, je lui dis ça m'intéresse, est-ce que je peux venir voir, etc. Et je m'attendais pas du tout à ce que ça allait me porter un coup fatal. Parce que si je pensais avoir rencontré le vide et la solitude avant, j'étais pas prête. Donc j'ai assisté à une petite présentation des huiles. D'ailleurs, elles ont l'air méga quali, elles sont méga chères, mais il y a une éthique derrière. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner. Et puis le lendemain, je suis revenue pour être donc la cobaye de ma pote qui venait d'apprendre des nouveaux protos et qui avait besoin de pratiquer. Et comme toujours dans une séance de kinésio, il y a un message principal qui ressort. Et pour moi, c'était qu'il y avait trop de feu dans mon corps. Le kinésio est en partie basé sur la médecine traditionnelle chinoise qui utilise les éléments. Sauf que moi, c'était pas un feu bénéfique, c'est un feu qui crame tout sur son passage parce que je m'active trop, je mets trop d'actions en place, je vais trop au devant des choses, je prends trop en charge. Et le mot qui résumait ça, c'était trop d'activation. Donc j'étais pas tellement étonnée au vu de mon année 2025, mais c'est pas que dans ma vie pro que ça se joue parce que dans mes relations, c'est pareil, c'est le fait d'en faire trop pour l'autre, de tenir compte de ses besoins avant les miens, de jamais demander d'aide, d'avoir du mal à être vulnérable, de toujours essayer de trouver des solutions, on avance, on met des choses en place, on guérit aussi, comme ça ça va mieux et on peut en faire plus. Et en vrai, même dans cette séparation, j'avais un peu ce truc-là de je fais bien toutes les étapes, je guéris bien, mais je continue à travailler sur moi. Donc, faire en sorte d'essayer de réussir sa rupture, ce n'est pas vivre ce qui se passe à l'intérieur. Bon, je mets quand même une nuance parce que là, c'était tellement immense pour mon âme, mon corps, tout, que je ne pouvais pas ne pas extérioriser mes émotions. Ça ne m'est jamais arrivé de craquer autant devant des gens, devant ma voisine qui me demande juste « ça va ?» et je fonds en larmes. Pour moi, c'était horrible, mais incontrôlable. Mais le mot utilisé, trop d'activation, il résonnait à un autre niveau parce que c'est comme ça qu'on appelle l'activation de l'énergie vitale
dans ces pratiques comme l'inner dance. Et du coup, moi, je l'ai vraiment pris dans le sens où il faut que j'arrête de travailler sur moi, de travailler sur mon énergie, parce que je l'ai pratiqué à outrance en 2025 et j'avais pas arrêté tout le long de cette séparation parce que j'avais besoin de quelque chose qui me fait du bien, qui me donne le sentiment que je vais m'en sortir. Mais entre l'inner dance, le breathwork, la danse intuitive, plus j'étais cobaye pour une copine qui se formait au bol tibétain. D'ailleurs, elle est top, elle est sur Saint-Louis, si ça vous intéresse, je vous filerai les coordonnées. C'est mon amie Virginie. Plus tout ce que moi je me faisais à côté en soins énergétiques, en introspection, en analyse de tout ce qui se passe. En fait, mon corps, il en pouvait juste plus. Toutes les semaines, j'avais autre chose. Et comme j'avais arrêté tout le côté pro, j'ai vraiment compris le message de cette séance de kinésio comme arrête aussi tout ce travail énergétique. Arrête d'essayer de guérir, arrête d'essayer d'avancer et accepte là d'être dans ce vide, ce néant, cette solitude, dans le je ne fais rien. Et ça, c'est terrible pour moi qui fuis l'ennui H24. Enfin, qui fuyait. Parce qu'évidemment, quand on fuit, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on repousse d'aller regarder certaines choses. Et en plus, cette séance a été méga intense. Les huiles qui étaient là en complément, elles m'ont fait partir en état modifié de conscience. Je crois que c'est... Non, c'est peut-être pas la première fois, mais l'intensité, niveau ce qu'on peut vivre en séance de breathwork et d'inner dance, juste avec ça. Et du coup, là, j'ai vraiment senti que c'était la séance de trop. Vu tout ce que je m'étais imposé avant, j'ai pris la décision de tout arrêter à la suite de ça. J'ai arrêté le podcast, j'ai arrêté les réseaux sociaux, mais même moi d'y aller, de regarder, de parler à des gens, j'ai pu toucher à mon téléphone. J'ai maintenu au minimum mes interactions dans la vie réelle. Évidemment, vu le niveau de fatigue, j'ai pas eu de clients de toute la semaine qui a suivi. J'ai arrêté de me tirer les cartes. Mon système résistait, je me suis dit « Oh tiens, je pourrais partir en vacances. » Je me barre, je ne fais rien. Mais en fait, partir en vacances, ce n'est pas ne rien faire parce qu'il faut organiser ton voyage, il faut prendre plein de décisions, il faut gérer l'argent, peut-être des visas. C'était encore une tentative d'évasion en fait. Et puis je me suis rendue à l'évidence que je n'étais pas du tout en état. Et pour le coup, arrêter le boulot, tout ça, je me suis rendu compte que ça m'a fait du bien. Mais arrêter tout ce qui est en lien avec le spirituel, ça a vraiment enlevé l'éclat de ma vie. Et là, j'ai sombré. Donc au final, arrêter d'essayer d'aller mieux, c'est ce qui aura été une des dernières barrières au processus de reconstruction, parce qu'il faut d'abord lâcher avant de pouvoir renaître. Et au bout de 9 mois, j'avais toujours pas tout lâché. Et il m'a fallu tout ça pour accepter de plonger dans ce vide, dans l'ennui, dans la lenteur absolue, dans le temps qui s'arrête sans rien ni personne. Et du coup, je passais des journées épuisée à ne rien faire ou à regarder des séries, à méditer, à être allongée comme ça et à attendre. Mais c'était une étape obligée parce que si je continuais à vouloir comprendre, à régler, à avancer, c'était encore nourrir mon ancien fonctionnement et tout ce qu'il a engendré de négatif jusqu'ici. Et ce putain de contrôle encore lui. Cette fois, j'ai lâché prise, mais vraiment lâché prise. Mana, mon chat, m'a vraiment aidée là-dessus parce que le mental résistait. Parce qu'elle a commencé en fait à développer des symptômes d'angoisse en miroir de mon état. Puisqu'évidemment, c'était très dur de ne pas m'inquiéter sur la suite de qu'est-ce que je vais devenir, est-ce qu'un jour je vais retrouver l'amour à mon âge, comment vivre sans tout ce qui me sécurisait avant. Enfin, il y avait énormément de ruminations, d'angoisse, de peur. Et là, j'ai vraiment envie de faire une dédicace à mon ami Jojo qui m'a soutenue, mais tout du long dans ce parcours, même quand j'ai eu besoin de pause et de silence. Et c'est vraiment précieux d'avoir des amis chez qui vous pouvez déposer. Oh là là, ça me demande... J'ai plein d'émotions qui remontent, dis donc, à vous raconter tout ça.
Bon, d'ailleurs, ne faites pas comme moi. Si vraiment vous vous retrouvez dans de la détresse, je veux quand même le préciser, n'hésitez pas à consulter un professionnel en plus de vos amis. Moi, mon histoire fait que je m'en suis toujours sortie seule et donc c'est mon habitude et du coup, j'ai pas eu l'élan de le faire, mais bon, ça me paraît important de le mentionner maintenant. Et c'était pas forcément la chose à faire que de vouloir rester seule là-dedans. Donc revenons-en à mon chat. On a créé tout un langage entre elle et moi. Franchement, j'aimerais trop vous faire un épisode là-dessus parce que ça m'émerveille à chaque fois. Mais là, c'était pas très positif parce que j'étais inquiète pour son bien-être. Mais ça m'a forcée d'autant plus en fait à lâcher prise et arrêter d'essayer de faire des choses et de rester juste dans cette immobilité. Mais c'est compliqué quand ça fait des années que voilà, tu surfes sur la surstimulation, sur le cortisol, l'hormone du stress, sur voilà, en faire toujours plus. Et moi j'avais quand même une bonne quantité d'énergie et là, mais plus du tout. Je n'ai jamais été aussi fatiguée de ma vie. Et en fait, c'est normal, c'est mon système qui sortait du mode survie et j'avais enfin accès à vraiment ce qui se passait en dessous, qui était en fait de l'épuisement général. Parfois, je pleurais juste de fatigue nerveuse et c'est pour ça que je qualifie ce qui m'est arrivé d'effondrement parce que vraiment, c'était massif. Dans la spiritualité, on peut aussi appeler ça un éveil spirituel, sauf que ça vend du rêve, hein, dit comme ça. La réalité, c'est pas du tout pareil. En tout cas, moi, je m'imaginais un truc cool, genre, tu sais, t'es illuminé, t'atteins la paix et tout, tu passes une étape supérieure de connaissance, de connexion. Mais, pardon, mais pas du tout. Enfin, si, ça vient après, mais le passage, mon Dieu, le processus, mes amis, c'est une autre histoire. Et du coup, au milieu de tout ce silence et de cette résilience, mon cerveau, qui luttait jusque-là, a commencé tout doucement aussi à ralentir. J'avais moins de pensées. J'ai commencé à apprécier d'être dans le vide, de n'avoir rien à faire, de ne pas m'en inquiéter, d'être dans l'absolue écoute de mes besoins. J'ai une vie aussi qui me permet ça, dans le sens où j'ai pas d'enfants à m'occuper, où je vis seule. J'ai une activité qui me permet de me maintenir à flot et d'avoir ce luxe de prendre ce temps. Je sais que c'est un privilège. Et donc, la reconstruction a commencé petit à petit, le fait de me sécuriser en m'apportant du bien-être, des trucs minimes, tout doux, genre me mettre de la crème, chose que je ne faisais jamais avant. J'ai recommencé un peu à peindre, à faire des puzzles. Et puis je me suis dit, allez, on va tenter une petite séance de yin yoga. On tient les postures tranquillou, sans forcer, parce que c'est lent. Et j'en attendais rien du tout, sauf que j'ai eu vraiment un déclic majeur pour la suite. Et c'est ce que j'avais vraiment à cœur de vous partager dans cet épisode. C'était un cours avec une playlist. D'habitude, je fais sans. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, un petit peu de changement. Et il se trouve que à la fin, d'un coup, il y a eu une musique que je connais bien parce que je l'utilise moi-même pour mes séances de breathwork et dinner dance. Mais c'est un morceau instrumental à la guitare acoustique qui me touche énormément. Je sais pas pourquoi, mais elle vient chercher mon âme. Et en plus, mon ex était guitariste. Et je trouve qu'elle a vraiment cette vibe du deuil, de la fin, de l'immobilité dans l'émotion. Putain, mais j'ai envie de chialer toutes les 2 secondes. Pardon, mais moi la musique c'est direct. C'est un bon tips ça pour les control freaks qui ont du mal à libérer leurs émotions. Écoutez de la musique si vous en avez besoin pour vous faire chialer, ça fonctionne très bien. Donc évidemment, je suis envahie par, je suis submergée par une émotion de nostalgie, de tout ce que j'ai traversé, d'épuisement encore et toujours. Et en fait, je suis tellement en train de me noyer dans ma souffrance. D'un coup, je reconnais la sensation. Je suis en train de me dissocier. Je suis en train de me déconnecter de moi-même, comme si j'étais plus là, présente sur mon tapis de yoga. J'étais en train de fuir là-haut dans l'immensité de ma tristesse.
Et j'étais même plus, en fait, en train de ressentir de la tristesse. J'étais la tristesse elle-même. Et qu'est-ce qui fait quand la douleur est trop intense? Le corps, il pousse la sonnette d'alarme qui est la dissociation. C'est trop compliqué de rester là, donc il y a une forme de déconnexion. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic de me dire reste là. Ne pars pas dans la douleur, ne te laisse pas engloutir, reste là, je suis là. Et ça a tout changé parce qu'enfin, je reconnaissais que j'étais suffisante pour m'apporter de la sécurité, que j'avais pas besoin de fuir ma douleur parce que je pouvais prendre soin de moi. Et tant que je serai là avec moi-même, ça ira. C'est un peu ce truc, tu sais, de créer ses parents intérieurs pour rassurer son enfant qui jusque-là était désemparé et qui errait dans le vide, dans l'insécurité. Et qui d'un coup, avec quelqu'un qui lui dit « Mais non, mais t'inquiète pas, je suis là, ça va bien se passer. Tu peux pleurer, tu peux lâcher ton émotion, tu peux l'accueillir, moi je serai là. » Et du coup, bizarrement, l'émotion, elle faisait moins mal. Parce que j'étais là, parce que j'étais pas en train de la fuir, du coup, j'étais pas en opposition avec elle-même. Et ça, mais ça a été un tournant, mais énorme, parce que j'étais plus dans cette posture de je suis consumée par ce qui m'arrive, par mon émotion qui s'empare de moi et qui fait des ravages. D'un coup, je suis en lien avec mes ressources intérieures et je peux faire face sans me perdre. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai pu poser les premières pierres de ma sécurité intérieure, en plus de tous les trucs doudous que je faisais à côté. Ouh, allez, je fais une petite pause. Voilà, typiquement, je pleure derrière mon micro, Mana devient folle derrière la porte et elle saute sur la poignée parce qu'elle veut venir. Trop mignonne. Et du coup, des personnes dissociées, j'en rencontre beaucoup au cabinet. C'est souvent des profils... bon, ça dépend, hein, parce que ça peut être traumatique, ça peut être dû à des choses qui vous sont arrivées dans l'enfance. Mais ça peut aussi être des profils qui se donnent tout le temps à tout le monde, qui sont responsables, qui ont du mal à être vulnérables, qui gardent leurs émotions pour eux, qui disent jamais quand ça va pas, qui s'adaptent en permanence, qui sont positives en permanence, qui s'arrêtent jamais en fait, qui ont peur de ce vide, et qui sont toujours là à chercher des solutions. Mais le revers de la médaille, c'est que comme il y a toujours de l'occupation ou des ruminations ou des gens pour lesquels il faut s'occuper, il n'y a jamais de la place pour vraiment ce qui est là et ce qui hurle sur la surface et ce vide qui a besoin en fait d'être rencontré, d'être reconnu à l'intérieur de soi pour enfin le remplir de notre propre présence et de ce qui a besoin de vivre. Mais quand tu t'en rends pas compte que tu dissocies, ça peut être vraiment compliqué. Pardon, Mana qui joue avec mon micro. Parce que parfois c'est quelque chose d'automatique et si tu connais pas la sensation que c'est à l'intérieur de toi, tu peux même ne pas t'en rendre compte. Ce que j'ai identifié chez moi, j'ai pas la vérité absolue, hein, mais cette sensation d'être là sans être là. C'est de voir tout mais rien à la fois, comme si c'était un petit peu flou, c'est avoir de la difficulté à te ramener dans le présent. C'est le fait d'être un petit peu en mode robot. Genre, t'es plus en lien avec ce qui se passe, tes émotions. Parfois, tu sens même plus tes besoins, comme la faim ou autre. Tu flottes un peu, t'entends ce qu'on te dit, ça t'arrive comme en décalé. Et ça peut aller jusqu'à des vertiges. Évidemment, les vertiges peuvent être causés par tout un tas d'autres choses, donc s'assurer près de la médecine conventionnelle que tout va bien. Mais moi, en tout cas, dans mon expérience, j'ai remarqué que quand je suis tellement en contradiction avec ce qui se passe à l'intérieur de moi, les vertiges, ils arrivent comme par exemple au début de ma séparation, quand j'essayais de ne pas montrer à quel point c'était un tsunami. Les fois où j'y arrivais, c'était tellement trop de contenir ça que j'avais la tête qui tournait. Et là, je sens par exemple que de vous en parler et avec toute l'émotion qu'il y a eu avant, je suis plus aussi ancrée qu'au début de l'épisode. Je commence à avoir cette sensation-là de me décoller du sol et il faut que, je sais pas, je vais faire quelque chose pour, si je sais, pour revenir, pour me réguler. Cette expérience avec le yoga, elle m'a vraiment montré en fait que j'avais une capacité à me dissocier très importante. Et du coup, ça a été un vrai exercice
de rester présente à partir de là dans ma vie quotidienne parce qu'il y a un rien qui peut me faire me déconnecter. D'un coup, je sais pas, je suis dans une situation, il y a quelque chose qui me trigger, bim, je m'évade. Il y a trop de surstimulation, bim, je me déconnecte. J'ai une émotion trop intense, pareil. Et qu'elle soit positive ou négative, c'est ça le piège. C'est ce que je vais vous raconter juste après, mais même une émotion intense de joie peut faire que d'un coup, pouf, je suis plus là. Bon, je suis allée chercher du sucre pour tenir. C'est un très mauvais conseil, ne le suivez pas. Mais les Mikado chocolat blanc, j'aime bien. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai cette sensation de me dissocier, je me suis posé la question, ok, qu'est-ce qui s'est passé là, dans la dernière demi-heure, dans la dernière minute ou ce matin, qui fait que je me suis déconnectée. Encore une fois, ça peut venir de loin, d'une blessure, de système de protection. Si vous avez envie qu'on travaille ensemble, ça, on peut, clairement, en kinésio. Mais du coup, oui, est-ce que tu sens que je suis dissipée ? On en était à même les émotions positives peuvent te faire dissocier. Parce qu'en fait, ça s'explique au niveau du système nerveux. Lui, il récupère ce que tu ressens comme info et il fait pas le tri entre c'est positif ou c'est négatif. Il réagit à la quantité et si c'est trop, c'est trop. J'en ai eu un merveilleux exemple à mon gala de danse qui est une expérience très intéressante pour un système nerveux post-météorite, effondrement et épuisement général, doublé des neuroatypies en PLS sous l'immensité des stimuli que ça représente et le trac que peut générer le fait de passer sur scène. C'était le cocktail parfait pour exploser en plein vol. Le corps, il a mis le holà direct, c'est-à-dire que je me suis réveillée le matin du gala avec le dos bloqué. Donc voilà, au moins on était sûr que j'y allais pas en mode furie 300%, c'était physiquement impossible. En vrai, j'étais tellement dégoûtée que ça m'arrive, mais bon, j'accepte mon sort, comme d'habitude, n'est-ce pas ? D'ailleurs, la danse, bouée de sauvetage au cours de cette année, même si j'ai dû parfois me faire violence pour y arriver au vu de mon état physique, émotionnel, clairement, c'est ce qui m'a redonné un peu de joie et qui m'a aidé à traverser toutes ces émotions, en plus des amis. Donc, on apprend de ses erreurs quand même, et je me suis dit, j'y vais en mode plaisir. On n'est pas en mode performance, ni la perfection, qui aurait été mon programme par défaut, et tout ce que j'ai essayé d'abandonner ces derniers mois. Mais comme la scène, c'est une grande histoire d'amour pour moi, j'y suis depuis que je suis petite, ça a été mon métier pendant 10 ans avant que je sois dans le bien-être, et puis ce n'est pas terminé. J'ai voulu, lors de mes passages sur scène, interpréter la choré en me mettant pleinement dedans, sauf que, qu'est-ce qui s'est pointé ? La dissociation. Et là, ça fait d'accord, c'est ça en fait la sensation que je connais du coup depuis petite, que je n'avais jamais identifiée, parce que pour moi, c'était me laisser flotter dans le moment, je suis transpercée par la grâce, Donc il y a de ça, mais il y a aussi le fait du coup d'être déconnectée. Et quelles conséquences ça a eu là sur le moment ? C'est que j'ai perdu mes repères pendant quelques secondes et que j'ai perdu mon équilibre. Du coup, forte de cette première expérience, au deuxième passage, je me suis dit ok, maintenant je me connecte plus là-haut, j'interprète mais tranquille, on reste présente. Et puis ça a pas loupé, j'adore être sur scène, j'adore danser, je suis transportée par la musique et d'un coup, je nous regarde toutes, on est ensemble, c'est trop bien. Et je me dis je commence à avoir des frissons, j'ai de l'émotion et je me dis vas-y, je me connecte pas là-haut mais je me connecte à l'émotion, c'est peut-être ça la porte. Et non, loupé, exactement la même chose, je me suis dissoute dans cette émotion. Du coup, j'ai été désorientée et je me suis plantée à un passage où habituellement c'est doigt dans le nez, où je me plante jamais. Donc voilà, se connecter là-haut et se connecter à l'émotion, de cette manière-là, pour l'instant, on n'est pas bon. Il faudrait que je le fasse en gardant de la présence, en fait. C'est toujours la même chose, c'est pas se dissoudre dans l'expérience, c'est la vivre pleinement, mais tout en restant solide sur ses appuis,
en étant présente à soi. La présence à soi, c'est mon nouveau credo. Le lendemain, il y avait un 3e jour, mais en fait, là, je sentais vraiment que la fatigue commençait à prendre le dessus. Les neuroatypies, j'avais de plus en plus de mal à les cacher. Non pas que je sois fausse en temps normal, mais c'est des masques qui sont là depuis tellement longtemps. Enfin, c'est automatique. J'ai un masque de bonne humeur qui fait quand même un peu partie de moi maintenant. Mais dans des moments de grande fatigue, de grande surstimulation comme ça, si j'étais vraiment moi-même, je sourirais pas, je parlerais avec personne, j'apprécierais d'être là. Mais les gens se demanderaient un petit peu qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et j'ai pas envie qu'on s'inquiète, j'ai pas envie qu'on me demande ce qui va pas, puisque j'ai pas forcément envie d'expliquer. C'est juste que du coup, mon visage serait plus neutre et ce serait pas la personne qu'ils ont l'habitude de voir. Du coup, je suis un peu en tension avec tout ça. Et la fatigue fait que j'ai pas du tout réussi pour le coup à être dans la même interprétation, à être même présente. J'ai senti que là ça faisait trop. Donc j'ai dansé en étant là et pas là. Et mine de rien, j'ai quand même réussi à prendre du plaisir en mode ok, aujourd'hui c'est pas parfait, je peux quand même m'amuser, on s'en fout du regard extérieur. Et ça, c'était une énorme victoire. Parce qu'encore une fois, c'est pas mon programme par défaut, en tout cas celui que j'ai eu pendant de longues années, qui est plutôt axé sur l'exigence, la pression, il faut un résultat carré. Et ça a été malgré tout un week-end génial que j'ai adoré, que j'ai hâte de recommencer. Mais par contre, tout le monde, tu vois, le soir après sur les réseaux, postait ses photos, ses vidéos, et j'avais envie de faire pareil et de rester dans ce mood joyeux et de surfer un peu quand même sur les endorphines que ça m'a procuré, retrouver la scène, ça m'a vraiment émue. Sauf que j'ai pas pu. Le crash que je redoutais, dont je vous ai parlé avant, il a eu de façon aussi surprenant qu'incontrôlable. Une fois arrivé chez moi, des sanglots incontrôlables, c'était nerveux. C'était toute l'accumulation en fait du week-end, mais je pense aussi de l'année, de tout ce que ces émotions de la scène m'ont rappelé, m'ont fait ressentir. Le trop-plein de stimuli, le trop-plein de gens, toute la semaine de répètes qui avait précédé, bref, le trop-plein. Et je m'y attendais pas, mais parce que je suis encore en train de naviguer mon propre fonctionnement, sans tous mes masques, sans réprimer ce qui se passe, là, ce qui se passait, c'est que ça avait besoin de sortir. Malgré toute la joie que j'avais pu expérimenter, là, le corps, il a dit stop. Donc rebelote, j'ai eu personne au cabinet toute la semaine, mais vraiment toute la semaine, 0 rendez-vous pour que je puisse me reposer et me régénérer. Et revenir dans ce silence et cette pratique de présence qui avait été complètement mise de côté parce que du coup, on était dans la semaine du gala et qu'il y avait les répétitions générales et sur scène 3 fois, non plus. Et du coup, maintenant que j'ai repris une vie presque normale, parce que j'ai pas encore repris les séances de groupe qui demandent énormément d'énergie, je continue néanmoins à pratiquer, à avoir des moments où je me pose sans rien faire. Et j'ai eu encore plein de déclics en lien avec la présence à soi. Et je pense qu'ils méritent aussi d'être racontés, mais je vais en laisser un peu pour plus tard. Et du coup, je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, moi, je serais passée par toutes les couleurs, là, entre le rire, les pleurs, la dissociation, l'ancrage, du coup. N'hésitez pas à le partager autour de vous si vous avez l'impression de reconnaître le profil de quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien d'entendre tout ça. Et puis, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. Et je vous dis à bientôt, j'espère, pour un prochain épisode. Salut!